propose de structurer notre échange en 3 temps. Déjà, un premier temps, on va clarifier un petit peu ce qu'on entend par culture entreprise parce que c'est souvent un concept que je trouve très abstrait et enfin, chacun a sa propre interprétation du sujet. Donc, comprendre un petit peu la définition que vous mettez, les concepts que vous mettez derrière ce sujet-là ensemble. Ensuite, je vous propose de revenir un petit peu sur l'histoire de Steeple et comprendre comment vous avez construit et bâti cette culture entreprise, notamment en passant d'une entreprise de zéro à un peu plus de 100 personnes aujourd'hui, en quelques années. Donc, en termes de choc pour la culture, c'est très violent. Donc, voir comment vous avez réussi à digérer et ingérer toute cette complexité-là. Finalement, à la fin, voir comment donner des conseils, des pratiques actionnables et aussi donner, pourquoi pas, un guide si certaines personnes veulent se lancer. Par quoi est-ce qu'elles devraient commencer? Voilà, ça me paraît plutôt pas mal comme programme. Et là, à la fin, on gardera un temps de 15 minutes environ, 10-15 minutes, pour répondre à toutes les questions que vous aurez du coup dans l'onglet questions, pour garder ce temps d'échange qui est toujours très précieux avec tout le monde. Ça vous va, messieurs? C'est parfait. Ouais, parfait. Top. Et ben, je propose de démarrer du coup. Première partie, du coup, revenir sur la culture entreprise. Ou comment est-ce que vous définissez, vous, la culture entreprise? Qu'est-ce que c'est d'après vous? Je crois que je vais laisser l'expert commencer. Bah, y a plein de réponses possibles, mais en tout cas, celle qu'on a choisie chez Steeple, en tout cas celle sur laquelle on est attentive et sur laquelle on va baser nos actions derrière, c'est principalement la question des valeurs. C'est de se dire quelles sont les valeurs qui sont poussées dans l'entreprise, celles qu'on souhaite développer, celles qu'on souhaite garder, celles qu'on souhaite développer, et qui viennent en fait au départ donc, de la création de la société avec les tout premiers collaborateurs, avec le tout premier concept, les tout premiers clients qui sont venus nous influencer et créer ce système de valeurs, ce système de réflexion et qui guident nos actions au quotidien et qui continueront de les guider par la suite. Donc, je dirais voilà, le système de valeurs pour nous. Moi, j'irais plus loin. Encore plus loin. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu parles d'une culture d'un pays, c'est plus loin. J'ajouterais donc les valeurs, mais au-delà, c'est un langage aussi. On a notre propre langage, on a nos rituels, on a nos lieux géographiques aussi. En fait, c'est la même chose que quand on visite un pays. On se dit qu'est-ce qui nous a marqué, c'est pareil, on parle de société. Je mettrais tout ça, moi aussi, dans la culture. Les lieux emblématiques. Ouais, et les rituels, que ce soit de la communication ou des événements, et le langage aussi, on oublie dans une entreprise le rituel, la culture du langage. J'ajouterais ça. Qu'est-ce que tu en penses? Juste sur le sujet des valeurs, parce que c'est vrai que les valeurs, c'est un sujet assez clivant dans le sens où ça peut vite être bullshit. Il y a beaucoup de valeurs assez creuses. C'est juste par moment des valeurs affichées sur des murs. Moi, il y a un concept que j'aime bien, c'est pour définir ces valeurs, il faut que l'inverse de la valeur que l'on définit puisse être aussi applicable dans le contexte d'entreprise. Par exemple, je sais qu'il y a un mot qui était très tendance dernièrement, qui était le mot bienveillant. On est une entreprise bienveillante, c'est dans nos valeurs. En fait, ok, mais ça ne veut pas dire grand chose parce qu'en fait, vous n'allez pas être en entreprise malveillante. L'inverse ne s'applique pas. Je trouvais que c'était assez intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Nous, si on repart sur la genèse de comment on a fait les valeurs, en fait, on s'est trompé au début parce qu'on a voulu mettre des valeurs sur l'entreprise. Et en fait, l'entreprise n'a pas de valeur. Et on s'est heurté à justement ce problème-là, qui est qu'on tombe dans des poncifs, d'essayer d'englober tout le monde. Et donc, on n'a pas réussi et on a décidé de faire autre chose. Et on a décidé plutôt de regarder quelles sont les valeurs des collaborateurs qui composent l'entreprise. Et c'est de là qu'on est parti au final pour vraiment. Et là, on a collé à des choses. On s'est dit, quel est le point commun entre les personnes qui intègrent l'entreprise et celles, par contre, qu'on va refuser parce qu'on considère qu'ils ne collent pas à la culture. Et là, ça nous a aidés. À quelle taille vous étiez quand vous êtes posé ces questions-là? Je pense que c'était à 50 collaborateurs. Alors, c'est-à-dire que ça existait dans ma tête, ça existait dans la tête de ceux qui ont commencé à travailler depuis le début dans l'entreprise et qui connaissaient un petit peu ces valeurs induites. Et c'est à partir de là, on a commencé à les illustrer, à les nommer, tout simplement. Ok, très clair. Du coup, qu'est-ce qu'une bonne culture entreprise? Alors, bonne avec des guillemets. Hein. Alors, tiens, je te... Bonne culture d'entreprise. C'est celle qui nous convient, je pense, tout simplement. Alors, c'est... On dirait autisme, il n'y a pas de... il n'y a pas de bonne ou mauvaise culture d'entreprise.
Ouais, clairement, il y en a pas de bonne, c'est juste celle qui nous ressemble par rapport aux collaborateurs, justement, et je te rejoins, Jean-Baptiste, qui composent l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne les a pas à décider, justement, ces éléments culturels, ces rituels, ces fameux rites de langage ou ces affiches, ou ces mots qu'on a affichés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Donc, entre guillemets, on le subit et on s'en réjouit en même temps, puisque c'est ce qui fait qui on est. Donc, une mauvaise culture d'entreprise, je dirais que, pour répondre à ta question, c'est donc celle où on a collé des mots sur les murs, où ça vient uniquement du dirigeant, où ça vient pas du coup des personnes qui composent l'entreprise. Ça vient aussi dans un but peut-être marketing. Alors ça s'entend aussi tout à fait, hein, pour de charter son image, sa notoriété pour le recrutement notamment. Et là, bien sûr, c'est mon sujet. Mais je dirais effectivement, c'est quelque chose de creux, une mauvaise culture d'entreprise, ou une qui irait mettre en valeur des comportements qui même aussi, tiens, on pourrait appuyer là-dessus, qui font peut-être parfois partie de la vie de l'entreprise, parce qu'on n'est jamais parfait, il y a peut-être des choses des fois qui se passent mal, mais elles doivent surtout pas être mises, quand j'allais dire en valeur, comme une force. C'est-à-dire si on parlait tout à l'heure de la malveillance, parfois ça peut arriver dans de grandes entreprises, peut-être ou certains moments un peu particuliers, enfin, n'importe qui d'ailleurs, ça arrive dans toutes les situations. Mais même si ça constitue la culture, c'est pas quelque chose qui doit être, à mon avis, cultivé euh, du coup sur la suite. Je peux. Ouais. Vas-y, Jean-Baptiste. Il y a pas de, en fait, il n'y a pas de mauvaise culture. Il y a les entreprises, même nous, on a une culture. Et tu vois, tu parlais du mot clivant. Au final, ça m'a un peu heurté, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que nous, on convient pas à tout le monde, et tant mieux. Ça veut dire qu'on a une culture. Donc, pour certains, on a la meilleure culture possible. Pour d'autres, on a une mauvaise culture qui leur convient pas. Et en fait, j'ai compris ce que tu voulais dire par mauvaise culture, c'est qu'en fait, c'est tout le temps par rapport aux aspirations des collaborateurs et des candidats qui viennent travailler dans une entreprise et qui la choisissent. Et aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui ont des aspirations complètement différentes par rapport aux générations passées. Et donc, on a des entreprises dont la culture est héritée des années passées, des générations passées, avec des choses très hiérarchiques, et des choses qu'on considère, nous, aujourd'hui, comme pour nos nouvelles générations, comme une mauvaise culture, mais tout simplement parce qu'elle est en inadéquation avec nos aspirations actuelles. Ok. Ouais, c'est toutes les questions de perception, en fait. Une culture toxique pour certaines personnes pourrait être une culture exceptionnelle pour d'autres. Ouais. Et certains, je sais que vous êtes clivant dans votre approche, enfin clivant. Vous êtes marqué en tout cas dans votre approche d'entreprise, de culture. Je sais que certains doivent l'avoir très mal vécu, comme d'autres le vivent très bien. Et tu parlais de branding, Nicolas, et je pense que c'est un aspect fondamental qui se retrouve très bien chez vous. Vous avez une image de marque qui est très reconnaissable, un peu sur LinkedIn, on vous reconnaît tout de suite. Tout le monde est charté de la même façon, il y a ce bandeau, etc. Donc ça fait partie de votre identité. Ok, Ouais. très clair. Bah, je propose qu'on glisse doucement sur la deuxième partie pour parler un petit peu de votre histoire, en tout cas l'histoire de Steeple. Comprendre déjà comment est-ce que votre culture a évolué suivant les paliers de croissance que vous avez franchis. Ça m'intéresse beaucoup parce que passer de 0 à 100 en quoi, 6 ans peut-être? C'est ça que vous avez fait? 7 ans? Même pas, parce on était 10 encore en 2020, début 2020. Ouais. Ok, oui, donc passer de 10 à 100 du coup en moins de 3 ans, c'est très très violent pour l'entreprise, pour la culture notamment. Quels ont été les paliers que vous avez vus, ressentis? Comment est-ce que vous êtes pris pour tout ça? Mais c'est marrant parce que moi, j'ai jamais ressenti de palier. Tu vois, Okay. Et alors après, peut-être qu'il faudrait le demander à des collaborateurs. Tu vois, tu dis c'est violent, mais ça ne l'est pas. Parce que c'est une croissance linéaire. Même cette année, on va passer de 100 à 180 collaborateurs, mais on va faire la même linéarité que ce qu'on faisait avant. Ce qui est violent, c'est pour des entreprises qui lèvent des fonds et qui font un système d'escalier, où d'un coup, tu recrutes plein de monde, après tu stabilises, puis tu re-recrutes plein de monde en fonction de tes levées de fonds. Et là, c'est violent parce qu'en fait, tu intègres des gens et tu ne peux pas, au final, c'est un peu l'assimilation, on en parle beaucoup aussi d'un point de vue culturel, et on ne va pas rentrer dans le débat sur l'immigration et toutes ces choses-là, mais c'est la même chose, c'est comment tu arrives à intégrer les personnes pour qu'ils s'assimilent à ta culture. Et nous, ça a été graduel, c'est-à-dire que chaque personne aussi, c'est-à-dire que cette année, une personne va devoir globalement intégrer un autre collaborateur, ce qui reste raisonnable, puisqu'on double. Donc,
il y a un élément par contre qui est majeur, c'est aussi moi ma proximité que j'ai avec l'ensemble des collaborateurs. On dit souvent que dans une entreprise, le seuil, c'est 150 personnes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un seuil, 150 collaborateurs. Et donc, c'est là où il va y avoir un palier avec cette culture qui est née, qui a émané de la croissance et de ma présence dans l'entreprise. Comment on la traduit justement en quelque chose de concret, qu'on illustre, qu'on matérialise et pour faire grandir l'entreprise. Il y a un point que d'ailleurs Jean-Baptiste, vas-y, Nicolas. À ce sujet dans l'histoire, c'est que si tu veux, dès le début, il y avait cette logique d'ambition qui est née avec l'entreprise. C'est-à-dire que le projet est extrêmement ambitieux. L'ambition d'accompagner des collaborateurs des entreprises donc autour de la communication interne, c'est une pénétration forte du marché, quelque chose de complètement nouveau. Et par conséquent, les personnes qu'on est parvenu à recruter, celles qui ont choisi de rester avec nous pour l'aventure, ce sont du coup par nature, parce qu'on parlait de culture clivante, des personnes ambitieuses et qui donc ont inscrite entre guillemets dans leurs attentes professionnelles, dans le contexte professionnel en tout cas dans lequel elles souhaitent évoluer, ces notions de hyper-croissance, d'accélération des effectifs et justement et de destruction, reconstruction de tous les process et de l'organigramme, on va dire, du fonctionnement au sens large. Donc à mon sens, c'est ce qui a aidé aussi à ce que ce ne soit pas trop déracinant pour notamment les premiers collaborateurs qui sont arrivés à 10-20 personnes. Et puis pour donner un autre exemple, aujourd'hui, notre directeur du pôle revenu qui manage 70 personnes, ça a été le premier commercial qui est arrivé dans l'entreprise et qui, lui, est venu justement pour avoir ce rôle-là et qui, depuis le début, a compris, était en phase parfaite avec la culture, a aidé à former cette culture. Et donc, cette continuité dans les effectifs, ces personnes qui ont grandi en interne parce qu'aussi, on se donne le temps de le faire. Et encore une fois, le rythme de croissance, il peut paraître important, mais il est raisonnable. Et donc, ça nous évite d'avoir ces effets d'escalier où tu es obligé de faire venir des nouvelles personnes de l'extérieur qui arrivent avec une culture extérieure que tu n'arrives pas à assimiler. Et donc, la culture se brouille. Donc, nous, rien que l'année dernière, par exemple, on a eu 30% de mobilité interne. Donc, on a des personnes qui intègrent l'entreprise, à qui ils comprennent la culture et peu importe leur poste, tant qu'ils ont le savoir-être et ils partagent les valeurs de l'entreprise, eh bien, ils évoluent plus facilement dans l'entreprise. On fait souvent le parallèle avec un bus, et dans Netflix aussi, il en parle beaucoup, et il y a d'autres livres aussi qui en parlent. L'important, ce n'est pas forcément à quelle place on est dans le bus, mais qui est dedans et qui est dehors. Ok. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a une sorte de flux constant que vous arrivez à maintenir qui ne vient pas déstabiliser. Et c'est ça dont tu parlais avec le fameux escalier d'avant. Et c'est comme ça que vous arrivez à gérer, à digérer et à ingérer du coup votre croissance. Il y a ça, et il y a aussi que notre métier, c'est la communication interne, et que le point essentiel, en plus de la continuité, c'est la continuité dans la communication. C'est-à-dire que dès qu'on se relâche sur la manière de communiquer, d'illustrer nos valeurs, eh bien, c'est la culture qui s'effrite un petit peu. Donc, ça demande énormément d'efforts en communication interne, et ça tombe bien parce que c'est notre métier. Voilà. Donc, et c'est ça aussi, on parle justement de fake, d'entreprises qui s'inventent des valeurs, mais c'est des entreprises qui oublient une chose, c'est de regarder d'abord vers l'intérieur. Et c'est cette phrase un peu reprise à Danone, c'est quand on se sent bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Et en fait, de commencer ce travail par l'intérieur, après, c'est beaucoup plus facile de le véhiculer. Vous appelez ça du branding, mais c'est tout simplement de montrer qui on est. Ok. Très clair. Et quels sont les signes qui vous ont montré ou démontré que la culture devait soit se structurer, soit évoluer chez vous? Tu commences à répondre? Là où on a remarqué, parce qu'on parlait de continuité, mais par contre, là où on a remarqué un manque, ce manque, il est présent à côté de moi. Et en fait, pendant tout un moment, on n'avait pas ces fonctions RH, ce management intermédiaire qui nous permettait d'avoir ces relais terrain, d'appliquer bien comme il fallait la culture. Et ça a été un manque vraiment important. Jean-Baptiste, ça veut dire quoi appliquer bien comme il fallait la culture? C'est-à-dire que comment on traduit l'ambition, comment en fait on arrive à conjuguer
l'ambition d'un fondateur qui est de créer une entreprise mondiale avec les aspirations parfois de collaborateurs qui n'ont peut-être pas cette aspiration et qui n'ont peut-être pas cette ambition aussi folle. Et donc, il y a un moment, il faut avoir des relais en interne, des personnes qui sont beaucoup plus à l'écoute, des personnes qui vont être capables de prendre le temps. Et on n'avait pas ce management intermédiaire. Donc, ça forçait un peu trop sur les équipes, je pense. Ok. C'est aussi un rôle de traduction que tu évoques, je pense, Jean-Baptiste, effectivement, quand on est dirigeant d'entreprise, lorsqu'on est à l'origine d'un projet extrêmement innovant, bah, on a sa façon de le communiquer, sa façon de le véhiculer, sa façon de le faire vivre au sein de l'entreprise. Et justement, ces relais intermédiaires ou ce garant de la culture qui est... alors là, je parle des ressources humaines, bien entendu, parce que c'est le domaine que je connais le mieux, mais c'est tout à fait le cas pour les directions de pôle. Et effectivement, tu as parlé des managers intermédiaires aussi, qui sont des relais de proximité, des présences de proximité, alors géographiques ou fonctionnelles, hein, ça, je mélange les deux, bien entendu, mais qui vont permettre de conjuguer justement cette culture, cette ambition, en ce qui nous concerne, avec des réalités terrain. Là où effectivement, bah, quand tu étais au cœur plus du jeu, forcément à 20 collaborateurs, Jean-Baptiste, tu es dans les bureaux, tu es à côté de tout le monde. Là, c'est toujours le cas, bien entendu, mais tu peux plus parler à tout le monde tous les jours, en fait. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui nous aide et qui a été le moment clé, peut-être. Tu parlais peut-être un peu tard aussi, cette arrivée-là, un peu tard, qui permet de te dire, OK, j'ai quelqu'un qui m'accompagne et qui va faire mon travail, entre guillemets, sur cet aspect culturel. Parce que toi, Nicolas, dans ton rôle de Chief of Staff, tu arrivais à... Il y avait combien de collaborateurs dans l'entreprise? Quand je suis arrivé, on était 62 sur 2 pays déjà. Donc, il y avait, mais principalement sur le Grand Ouest, donc à Rennes et à Barcelone. Et tu vois, depuis mon arrivée, on est maintenant partout sur le territoire français, avec des bureaux, alors je dis en région, pour les Rennais, peut-être c'est particulier de dire ça, mais on va dire en région. Une personne en Allemagne aussi, à Francfort, et toujours ce bureau, bien sûr, à Barcelone, qui a bien grandi. Donc, tu vois, la fonction de Chief of Staff, justement, elle montre encore plus, je pense, son importance quand tu perds de la proximité encore, pas seulement liée à la taille, mais liée à la géographie. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert sur cette année 2022. Et mon rôle là-dedans, tu vois, bah, en fait, on vient de le dire, alors on l'a dit avec des grands mots, mais c'est de formaliser, de trouver les moyens, les déclinaisons opérationnelles qui vont faire que la vision du dirigeant, sur un aspect culturel en tout cas, elle se réalise dans chacun de ces pôles, de ces lieux géographiques et dans chacune des carrières des collaborateurs. Ok. Non, ouais, je pense... Vas-y, Jean-Baptiste. C'est vraiment l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas intégrer beaucoup plus de management et de ressources humaines quand on était rien que 20, 30 collaborateurs. Parce que c'est comme tout, c'est-à-dire que tu donnes une direction et si tu n'as pas des personnes qui sont au jour le jour pour comprendre que les collaborateurs sont ou pas dans la bonne direction, et c'est comme en voiture, si tu mets des petits coups de volant, ça va, mais si tu es parti trop loin et que tu mets un gros coup de volant, bah là, ça devient douloureux. Et donc, le management de proximité, l'ARH, permet de faire ça. Donc, si tu avais su, tu l'aurais fait avant, en fait, le recrutement, notamment de Nicolas. Complètement, okay. Plutôt à une échelle de 20-30 personnes plutôt que 60. Exactement. Ok, super. Et juste pour être hyper concret avec les personnes qui sont là, quelle est votre ambition et quelles sont vos valeurs aujourd'hui? En une phrase, hein, l'ambition. Alors, notre ambition, c'est d'être leader mondial. Donc ça, on est... Et en fait, il faut comprendre aussi notre ambition par rapport à notre passé, à qui on est. On est une entreprise qui est autofinancée. Donc, on a une ambition qui est forte, mais on se donne le temps de le faire. On a un plan à 10 ans. Et en fait, aussi, ça part de moi où mon ambition n'est pas forcément de gagner plein d'argent avec Steeple, sinon j'aurais fait des levées de fonds et j'aurais pu revendre l'entreprise. Mon ambition est d'avoir un impact très fort dans le monde et en créant quelque chose de différent avec une culture où les personnes se font plaisir en venant le matin. Donc, une ambition d'être leader mondial en se donnant le temps de bien faire les choses et de manière différente. Et nos valeurs, elles sont dans notre culture book. Et on en a nommé 5 aujourd'hui. C'est l'humilité, l'honnêteté, la curiosité, l'ambition et la passion. Et donc, alors est-ce que je les exprime je peux les expliquer un petit peu.
Donc, l'humilité, déjà, ce qu'on avait remarqué chez l'ensemble de nos collaborateurs, c'est qu'il y avait très peu de collaborateurs qui étaient là. D'ailleurs, personne n'était là pour tirer la couverture sur soi. C'était globalement, si je fais avancer l'entreprise, je ferai avancer ma carrière. Donc ça, c'est ce mode aussi, tu vois, tu parles de est-ce que le contraire est vrai? Bah, il y a plein d'entreprises où c'est une somme d'individualités qui font évoluer leur carrière et ça permet de faire grandir l'entreprise. Alors après, dans le sens qu'on veut ou pas. Donc ça, l'humilité est très important. L'honnêteté, c'est quelque chose aussi. On n'hésite pas à dire au client, à dire à son collègue et à se dire à soi-même si ça va ou ça va pas. Et ça, on martèle vraiment sur ce côté honnêteté. Qu'est-ce qu'on a? Curiosité, ben, on ne l'avait pas mis au début. Et puis après, dans les rapports d'étonnement, les candidats nous ont dit ah ben, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut poser plein de questions. Et ce qui, moi, me semblait évident, parce que je n'ai jamais travaillé dans une autre entreprise avant, c'est ma première entreprise, c'était mon projet de fin d'études. Ça me semblait tellement lunaire que dans des entreprises, on dise aux gens oh, tu poses un peu trop de questions, c'est bizarre. Donc, nous, non, la curiosité, ce n'est pas un vilain défaut. C'est même très, très important. L'ambition, bah, on l'a répété, donc tout le monde n'a peut-être pas une ambition folle comme moi, mais chacun doit avoir l'ambition sur son poste. Et enfin, on s'est rendu compte que les gens passionnés faisaient des choses passionnantes et que si on n'avait pas cette petite flamme au fond de nous qui nous donne envie de bien faire son job, eh bien, on n'avait pas la possibilité de faire grandir collectivement l'entreprise. Ok, super. Merci. Merci, c'est très clair. Rien à rajouter, Nicolas? Non, pour continuer, je sais que votre culture elle peut être perçue comme clivante, en tout cas elle est marquée. Et moi je suis convaincu que rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, tout est en zone de gris. Ça a forcément des effets de bord. Quels ont été les effets de bord que vous avez pu observer? Le rejet, peut-être, parfois. Ça peut être un des effets de bord. Alors là, pareil, c'est sur cette année 2022 que je vais m'exprimer. Je pense que n'étant pas là forcément sur les premières étapes d'acculturation ou d'assimilation, je laisserai Jean-Baptiste s'exprimer, mais en tout cas sur cette année 2022 et forcément l'accélération du recrutement, pas dans ses proportions comme on l'a vu, mais dans la volumétrie qui est associée, les phases de rejet se sont exprimées un peu plus. C'est-à-dire que lorsque forcément le dirigeant occupe une place moins importante dans le recrutement, et donc il a délégué justement l'assimilation avec ses managers de proximité, il y a des exercices de sélection des profils, des candidats, ou même de sourcing, puisqu'on va chercher aussi des gens. C'est ça, je pense, un point notable. On peut s'apercevoir que si notre processus de sélection slash séduction n'est pas parfait, n'est pas optimal ou optimum, on a pu observer des rejets de certains collaborateurs qui disent non, ça c'est pas pour moi. Et quand c'est pas pour soi, ça vient aussi avec l'honnêteté. Du coup, c'est pas toujours facile de se le dire, je pense, parce qu'effectivement, Steeple est une belle entreprise et propose beaucoup de choses, et forcément se dire mince, c'est pas pour moi, ou que l'entreprise puisse dire je crois que c'est pas pour toi. C'est extrêmement difficile à vivre, je pense, pour tout le monde en fait, pour le collaborateur en tant que tel bien sûr, mais aussi ses collègues. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est pas très agréable à vivre et sur lequel on essaye d'être extrêmement attentif. Notamment. Tu penses à d'autres effets de bord, Jean-Baptiste? C'est le principal, c'est-à-dire que voilà, la culture, c'est fait justement pour que les collaborateurs se disent est-ce que j'ai envie de travailler ici ou pas? Et en fait, c'est une relation réciproque, c'est-à-dire que c'est pas que le collaborateur, c'est aussi l'entreprise qui doit se dire est-ce que cette personne fit avec la culture? Et donc ça, on a globalement du début de la rencontre à l'entretien, de la candidature jusqu'à la fin de la période d'essai pour se rendre compte de ça. Donc, quand on a justement, quand c'est avant, pendant la phase d'entretien, ça va. Si on s'en rend compte de part et d'autre, il y a plein de candidats qui nous disent voilà, j'ai passé les entretiens, c'est pas ce qui va me convenir dans l'immédiat. Et alors là, je respecte parfaitement. Il y a des candidats aussi qui arrivent, qui découvrent et qui disent au final, c'est pas exactement le boulot. Alors, ça arrive de moins en moins. Et ça, c'est très important parce que justement, comme on a beaucoup staffé sur les RH, ça arrive de moins en moins. Et après, il y a effectivement des personnes qui, dans la période d'essai, on se rend compte que le fit culturel, ça ne va pas. Et c'est là où il y a de plus d'effets de bord. C'est quand on n'arrive pas à se rendre compte avant le recrutement de ce non-fit culturel. Ok. J'ajoute vas-y, Nicolas, tu vas ajouter quelque chose, vas-y. Oui, je voulais ajouter un point sur la partie internationalisation. C'est-à-dire qu'on a parlé
Alors, de choc culturel, c'est moins le cas lorsqu'on se déploie sur le territoire français, bien sûr, parce qu'il y a une certaine proximité. Encore que, puisque être présent dans nos locaux à Rennes, c'est pas forcément la même chose que d'être sur la route en région. Donc, l'adaptation culturelle est différente. Et un des grands enjeux ou un des grands effets de bord potentiels qu'on est en train de découvrir ou qu'on va découvrir justement grâce d'abord avec ce bureau à Barcelone et ensuite ce bureau à Francfort qui est en train de s'ouvrir, bah, c'est quelle adaptation de notre culture à l'international? C'est-à-dire, justement, on parlait des attentes générationnelles, mais il y a peut-être aussi des enjeux territoriaux, on va dire, ou culturels qui viennent du pays dans lequel on est, dans lequel sont situés ou auquel on a été éduqués. Et donc là, c'est notre grand défi de se dire comment fait-on pour intégrer un Allemand de culture allemande, on va dire ça, si on simplifie ça, avec l'ambition de l'entreprise qui, comme on l'a vu, est d'être leader mondial. Et donc, est-ce qu'il y a des effets de bord? Je pense, et on va les découvrir ensemble. En tout cas, on construit ce qu'on est le minimum possible. On fait en sorte de construire. En tout cas, c'est un super challenge qui vous attend parce que vous verrez que effectivement les cultures, ça joue beaucoup en fait. Et là où on a grandi, ça joue beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que donc là, c'était les effets de bord passés et il faudra se donner rendez-vous dans un an parce qu'on avait aussi une culture très événementielle et très présentielle chez Steeple qu'on a dû évidemment changer avec le Covid et donc ce qui nous bénéficie aujourd'hui puisqu'on arrive à intégrer des gens un peu partout en France et donc à l'international. On avait une culture française qu'on est en train de transformer en une culture internationale. Et c'est ces changements qui vont être intéressants de grandir sans grossir et de garder cet alignement culturel. Ok. Bah, ça me fait une super transition parce que j'ai l'impression que vous êtes très structuré sur la partie process qui vous permet de détecter et de permettre à vos collaborateurs d'accéder à l'autonomie, en tout cas de se révéler leur plein potentiel et de voir si effectivement ce culture fit. Juste avant, je vous rappelle qu'il y a l'onglet questions sur lequel vous pouvez poser vos questions, mais surtout voter pour les questions que vous jaugez les plus pertinentes, ce qui permettra de les prioriser quand on y répondra tout à l'heure. Du coup, sur la partie process, comment est-ce que vous jouez sur les comportements, dans le sens où vous avez besoin que les personnes qui vous rejoignent respectent vos codes, en tout cas les codes liés à votre culture, et des codes d'une autre entreprise ne sont pas forcément les codes chez vous, c'est normal. Comment est-ce que vous leur permettez d'adopter plutôt ces nouveaux codes qui sont propres à vous, en fait? Et de détecter les travers, en fait, des comportements qui ne sont pas adéquats, en fait, avec ce que vous êtes. Ah oui, là, là, j'ai foncé. Bah, du coup, là, on parle vraiment de ce pourquoi j'étais recruté, entre guillemets, sur la partie culturelle, en tout cas, puisque c'est une chose, alors on a fait des belles phrases pour dire que conserver la valeur, la faire évoluer, les valeurs, pardon, et la faire évoluer, mais comment est-ce que ça se traduit? Et bah, ça, c'était le principal objectif de mon recrutement, je pense. Et tu fais référence au processus, puisqu'effectivement, s'il y a une chose qui était claire dès le début, c'est que l'arrivée des ressources humaines ne devait pas coïncider avec l'arrivée de règles. Ça, c'était un point culturel extrêmement précis, et c'est ce qui en fait d'ailleurs le titre de ce webinaire. On n'est pas venu pour dire bah, maintenant c'est comme ça et pas autrement, et tout le monde respecte. Ça ne fonctionne pas, et je pense que ce serait une énorme bêtise de l'imposer aux collaborateurs, ou de l'imposer aux chefs d'entreprise d'ailleurs au demeurant, parce que comme nous on l'a vu, ça allait dans les deux sens. Donc ce qu'on essayé d'ailleurs. j'ai pu essayer, ça marche pas. Donc ce que j'appelle process, enfin je pense que tout le monde appelle process, c'est plutôt alors un framework de décision, on va dire un enchaînement de décisions ou d'actions à mener pour être sûr qu'on arrive à notre objectif. Donc en gros, quand on fait un recrutement, comment est-ce qu'on s'assure de l'adéquation culturelle? Bah, c'est écrire un processus de recrutement. On va venir checker. Alors, si vous allez me dire jusque-là, c'est très évident, mais les points qu'on va venir checker dans ce processus de recrutement vont être très tournés culture. Et c'est ça qu'on est venu écrire. Et c'est là-dessus, du coup, que les recruteurs sont challengés. C'est-à-dire que lorsque tu fais une préqualification, lorsque tu fais un entretien, dans ta scorecard, donc ton compte-rendu d'évaluation, donc de vérification de l'adéquation entre le besoin du manager et les attentes du collaborateur, ben, est-ce qu'il y a un match sur les aspects culturels? Et ça fait partie littéralement de ce qui va nous amener à prendre la décision de est-ce qu'on fait une offre ou pas à cette personne. Ça, c'est pour la sélection. Nicolas, pour illustrer, quel type de questions, du coup, vous êtes amené à poser pour évaluer ça précisément? Alors, il y a deux grandes questions. La première chose, c'est pourquoi tu viens travailler? En gros, qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce qui te fait rêver? Là, on va tout de suite pouvoir voir si on parle de passion ou autre chose. Et deuxième grande... l'ambition aussi, du coup. Exactement, l'ambition. Tu as tout à fait raison. Et la deuxième question qui est très importante, qui nous vient on parlait du premier directeur commercial, donc ça c'est intéressant de Clément, mais c'est quels sont tes freins
Vraiment. C'est-à-dire que toi, qu'est-ce qui peut te dire que demain, tu ne te réaliseras pas dans ton nouveau travail? Qu'est-ce que tu sais déjà par rapport à tes expériences passées, ce qui ne va pas te plaire, ce qui peut t'inquiéter aussi vis-à-vis de la culture qu'on présente? Parce que comme on est très public sur qui on est, c'est facile pour un candidat, on va dire, qui a fait ses devoirs, de savoir qui on est. Et par conséquent, en lui demandant de but en blanc, ah, qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour venir chez nous? Bah, ça lui permet de s'exprimer et de nous dire concrètement si d'après lui, ça peut faire ou ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est pour la partie recrutement. Ensuite, sur la partie onboarding, là, c'est pareil, on bénéficie beaucoup du travail de notre métier en tant que tel, donc de la communication interne, puisque l'onboarding est une représentation de la communication interne. Bah, c'est de faire rencontrer tout le monde. Alors, on a un process assez long, effectivement, d'onboarding. D'abord, un onboarding d'entreprise. Excuse-moi, ça veut dire quoi? C'est long pour toi? Jusqu'à la période d'essai, donc 3-4 mois en fonction des profils. Où on se dit vraiment on a complété le processus. Donc premièrement c'est commencer par l'entreprise. Donc et ça c'est super d'avoir pu le garder, c'est de pouvoir faire rencontrer le dirigeant à tout nouveau collaborateur. Comme ça, dire que la première étape quand tu arrives, c'est de se dire ok, je me mets en phase avec les ambitions de l'entreprise. Mais même avant, parce que moi je rencontre tout le monde pendant le processus de recrutement. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Donc ça Encore permet aujourd'hui, à l'échelle de plus de 100 personnes. Ouais. Ok, super. Non, je prendrai après. Tu prendras. Donc voilà, en tout cas sur cette première partie de processus, on va dire comment introduire la culture dans les process de sélection et comment introduire les notions de culture dans les process d'onboarding. C'est les choses qu'on a fait principalement sur cette année 2022. Et ça passe donc par de la communication, rencontrer toutes les parties prenantes pour tout le monde, aller sur le terrain pour tout le monde, développeurs, RH, n'importe qui. On va rencontrer les clients. Toutes les parties prenantes, ça veut dire un collaborateur est amené à rencontrer une 10-15 de personnes Exactement. Tous les managers de proximité. C'est-à-dire que tout le monde. L'objectif, c'est de savoir qui fait quoi dans l'entreprise et qui pense quoi, entre guillemets, et quels sont les enjeux de chacun chacun des pôles, chacune des activités de l'entreprise. Ça, c'est Et super en important. miroir, ce qui est intéressant, c'est que pour le nouvel arrivant, ça lui permet d'être visible par le middle management et de savoir quel va être le rôle de la personne qui vient d'arriver. Exactement. Tu as tout à fait raison. C'est souvent désagréable de voir tout un tas de nouvelles têtes qui arrivent et de se dire, OK, mais c'est qui cette personne-là? Je l'ai jamais vue. Je reviens de 2 semaines de congé. Il y a 5 nouvelles têtes. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient casser ça aussi. OK. Tu as ajouté un mot, Jean-Baptiste? Non, plus d'un mot. Non, donc déjà, ce qu'on a fait énormément, c'est qu'on a mis plein de choses à disposition du candidat. Parce que c'est le candidat déjà qui a accès, et on a été très très loin là-dedans, puisqu'on a réalisé un documentaire d'1 heure sur 1 an de la vie de Steeple. Il y avait une caméra qui est entrée dans l'entreprise, qui nous a suivis à plein d'endroits. Et donc, le candidat, s'il va sur notre site, il y a une page culture sur laquelle il va retrouver plein de vidéos et il va pouvoir se dire, OK, est-ce que j'ai envie ou pas de postuler? Parce que plus le candidat a d'informations sur l'entreprise, plus de temps ça nous fait gagner à nous. Et notre travail est moins de faire un travail de sélection sur est-ce qu'il a compris la culture, c'est qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il en a compris. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, ça, c'est un point qui est essentiel, ne pas avoir peur de montrer qui on est. C'est ça la culture. Ensuite, il y a une chose qui est pour moi essentielle, c'est la culture émane de la direction. Et tant qu'on est dans une taille d'entreprise où on peut s'impliquer, où je peux m'impliquer dans le processus de recrutement, c'est indispensable. Il n'y a pas une culture d'entreprise qui peut se créer sans la direction. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, bah voilà, nous, à nos niveaux, à la com, on va créer une culture d'entreprise, non, ça émane de la direction. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rencontre tous les collaborateurs pour la sélection sur le dernier recrutement. Mais des fois, c'est pas qualifier le collaborateur parce que maintenant, on a des directeurs, on a des managers, on a des RH qui vont faire ce travail de sélection, mais c'est pour donner la direction culturelle aussi aux collaborateurs avant qu'ils rejoignent l'entreprise. Et ça, je le fais avant qu'ils rejoignent. Et quand il rejoint l'entreprise, j'ai 1 heure et demie pour lui expliquer l'histoire de l'entreprise, toutes les galères qu'on a eues, toute l'abnégation, et pourquoi est-ce qu'en fait, les valeurs qui sont celles qu'on a définies sont essentielles et sont logiques. Et pourquoi c'est à eux maintenant de continuer cette histoire et de prendre le relais sur justement accueillir comme il se doit les nouveaux collaborateurs et les acculturer à cette entreprise si jamais ils y apprécient les valeurs. Donc, le rôle du dirigeant est clé à ce niveau-là. Et ça, c'est dès le premier jour. Oui. OK.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres process clés? Parce que je vois que vous mettez du coup un gros effort sur l'onboarding pour tout de suite faire rentrer dans le moule et les bons codes les personnes. Par la suite, tu parlais Mais des rituels tout à l'heure, Jean-Baptiste. en fait, les rituels, c'est des choses qui vont venir sur la communication interne pour rappeler encore et encore nos valeurs et comment ça se matérialise. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on ne va pas juste dire bah, le client est important. On va organiser tous les mardis, il y a ce qu'on appelle les mardis les clients, et les mardis les clients, si on va communiquer à l'ensemble des collaborateurs des verbatims, des témoignages qu'on a reçus de nos clients et on va les dispatcher à l'ensemble de l'entreprise. On ne va pas dire juste, ah bah nous, on aime bien célébrer. On va avoir les Friday Wins. Les Friday Wins, c'est tous les vendredis. On va récupérer toutes les victoires de la semaine partout dans l'entreprise, dans tous les bureaux, des moments où on s'est dit, yes, on a atteint quelque chose, et on va les communiquer à l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est toutes ces petites choses-là. On va se retrouver régulièrement parce que dans nos valeurs, il y a aussi la création de liens, faire en sorte de partager plus qu'un travail, mais un sentiment de vie au travail. Donc, ça va se matérialiser par des événements. Mais des fois, c'est juste des choses. On va se dire, tiens, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est le collaborateur. Donc, on va travailler autour de son anniversaire d'ancienneté. C'est tous ces petits rituels qui montrent qu'en fait, on n'est pas juste un élément dans un engrenage, mais qu'on est une partie essentielle. Ok. Peut-être pour répondre aussi à la question du process, là qui c'était précédent à mon arrivée d'ailleurs, une question de l'alignement. Alors là, je mélange un peu culture et performance, mais comme on l'a vu, un de nos éléments culturels forts, c'est l'ambition. Jean-Baptiste, c'est ce que vous avez mis en place avec les OKR. C'est-à-dire que cet outil d'alignement formidable de se dire, bah, tout le monde dans l'entreprise voit quel est le chemin à suivre pour chaque personne, pour chaque pôle, pour chaque service, et donc pour chaque collaborateur de l'entreprise. Bah, ça, tu vois, ça a été un des premiers. Alors, je ne sais pas si le mot adéquat, c'est processus, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le fait vivre aujourd'hui, de manière Je te absolument. permets, pour contextualiser, les OKR, c'est une technique d'alignement de bout en bout de l'entreprise, depuis la vision stratégique jusqu'à la déclinaison opérationnelle sur le terrain, qui permet d'aligner de bout en bout les objectifs avec des résultats très concrets à les atteindre, chacun à son niveau, en fait. C'est ça qui est super important. Tu as raison, c'est les résultats clés. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs. Quel est le chemin? Quelle est l'ambition qu'on veut se donner, chacun à notre échelle? Et ça, évidemment, c'est des grandes phrases, des grands enjeux, bien sûr. Mais c'est la force du modèle, je trouve. C'est comment tu traduis ensuite et comment tu fais traduire, parce que c'est chacun à son échelle qui le traduit par rapport à la direction initiale, en des résultats clés, palpables pour le coup, et même complètement factuels, là, en l'occurrence. Et c'est d'ailleurs aussi nos éléments culturels chez Steeple, c'est-à-dire que nous, on s'est dit quoi? On se dit, on recrute des gens talentueux, on leur dit où on veut aller et on leur dit ce qu'ils ont le droit ou pas de faire d'un point de vue contextuel. Et après, on ne leur dit pas quel chemin ils doivent faire, c'est eux qui doivent nous dire quel chemin. Donc, du contexte, du sens, parce que les OKR, c'est juste pour se dire, OK, l'action que je fais, elle va servir à ça, qui va servir à ça, qui va servir à notre objectif 2030. Donc, du sens, du talent et du contexte. Très clair. OK. Je propose de passer à la dernière partie sur des choses très actionnables, même si on a déjà eu un petit peu distillé au fil de l'eau là, depuis qu'on a commencé. Comment est-ce que vous y prenez pour détecter ce que j'appelle les dissonances? Ce sont des comportements déviants, des personnes qui ne respectent pas les règles du jeu. Peut-être il y a deux réponses, je pense. Il y a la réponse vision d'ensemble et la réponse de proximité. La première, pour la vision d'ensemble, c'est notre enquête INPS, donc pareil, fortement inspirée de la compréhension qu'on peut avoir de nos clients, donc l'employé Net Promoter Score. Question très simple, est-ce que donc tous les trimestres, on pose la question à nos collaborateurs, on a même tenté tous les mois pour commencer, mais pour mettre en place et pour l'ancrer culturellement, parce que ça c'était une nouveauté de 2022. Alors, en tout cas, pour 2023, c'est une question trimestrielle qui est posée. Bah, est-ce que tu recommanderais Steeple à un ami? Et à partir de là, tu peux. 0 à 10. Ouais. De 0 à 10, effectivement. Donc 0 étant, bah, non, pas du tout. Ouais. Et 10, excellent, c'est super. Je pense que ce serait intéressant de venir travailler chez Steeple. Et pour ceux qui le souhaitent, alors forcément, ça nous aide, mais on leur donne la possibilité de s'exprimer, de nous expliquer pourquoi, pour qu'on puisse travailler. De manière anonyme. Oui, bien sûr, de manière anonyme, tu as tout à fait raison. Et donc ça, c'est une première façon, à mon sens, en tout cas, de traiter les dissonances, de se dire, bah tiens, oula, il y a des corrélations totales ou des alignements entre peut-être des attentes dans certains services, certains pôles, et ce que l'entreprise souhaite proposer à ses collaborateurs. Donc ça, c'est l'échelle macro. Ensuite, pour l'échelle proximité, eh ben, c'est justement ces rôles de proximité qu'on est venu créer, qui sont assez nombreux. Je pense d'abord au manager, bien sûr, qui est le premier relais de... Du coup, vous êtes une centaine, Nicolas?
Oui. Du coup, ces rôles de proximité, il y en a combien pour avoir un ratio? Alors, on va avoir une dizaine de managers de proximité auxquels, et tu vas voir, on va encore plus loin dans la finesse, et c'est ça qui est intéressant. Donc, on a aussi un rôle de RH de proximité. Donc, ça ajoute, si tu veux, un autre prisme de lecture des situations, parce qu'on peut se dire, tiens, il y a une dissonance de la part d'un collaborateur, mais ça se trouve, c'est juste une question de communication, où le manager va avoir de la dissonance là où c'est pas le cas. Et le dernier rôle, qui est un peu plus nouveau, mais qui est en exploration, c'est le leadership. La question de se dire, effectivement, un manager, ça a des compétences managériales, c'est un rôle particulier aussi lié à la performance, les carrières, etc. Mais il a besoin de relais. Et ce relais, c'est le lead, c'est la personne qui peut l'accompagner justement sur ces questions de coaching, de compréhension de l'équipe et de repérage, entre guillemets, des dissonances potentielles. Et vous avez un Après, rôle dédié de leadership? Ou oui, c'est c'est effectivement. quel est l'intitulé du coup du rôle? Effectivement, en fait, rôle, c'est si tu veux un peu comme une casquette qu'on peut se donner, des missions complémentaires que tu ajoutes à ton métier en te disant, bah tiens, j'ai certaines compétences qui sont peut-être différentes de mon métier, enfin, que c'est que je dois activer dans mon métier. Donc des capacités à coacher, à comprendre, à écouter, à l'idée. Et bah ça, c'est l'idée, c'est de les mettre en valeur pour s'appuyer sur les compétences de ses collaborateurs. Donc voilà. Ok, très clair. Je continue. Euh, pour moi, vous rentrez côté Steeple, dans la case des entreprises qui ont un leader et fondateur de type gourou. Euh, si je grossis le trait, par moment, on peut dire, mais vous êtes une secte, c'est pas possible. Euh, Est-ce que du coup, une boîte qui est réussie comme vous, parce que clairement, c'est un succès ce que vous avez aujourd'hui, pour être passé jusqu'à 100 collaborateurs et quand je vois la trajectoire et la traction que vous avez aujourd'hui, est-ce que pour construire une culture aussi forte que celle que vous avez aujourd'hui, on doit forcément passer par l'étape d'avoir un leader gourou? Alors, leader gourou, déjà, je trouve ça très péjoratif. Oui, c'est mon côté provocateur, désolé Jean-Baptiste. Ouais, non, parce que nous, la porte est grande ouverte. C'est pas une secte. C'est les gens viennent et s'en vont comme ils veulent. Et quand ils sont plus en phase, alors là, on les retient pas du tout. Au contraire, on les aide à savoir s'ils veulent changer de poste dans l'entreprise ou si jamais ils se sentent plus bien dans l'entreprise, on les accompagne justement à trouver autre chose. Donc, je suis pas du tout d'accord sur ce terme de secte. Ensuite, sur le terme de gourou, je ça non plus, je suis pas du tout d'accord parce que moi, je montre une direction. Je vois plutôt, c'est un capitaine de navire, c'est effectivement, et je dis pas aux gens ce qu'ils doivent penser. C'est, moi, je dis juste où je veux aller et comment je veux y aller. Et après, les gens disent, moi, je vais avec toi, je vais pas avec toi. C'est, je force personne. Et c'est là mais par contre, là où aujourd'hui et tous les témoignages qu'on a de nos collaborateurs, c'est qu'ils nous disent, ça fait du bien d'être dans une entreprise où il y a à la tête un capitaine qui sait où il va. Et oui, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que moi, j'ai jamais travaillé ailleurs. Donc, globalement, tout ce que je fais chez Steeple, c'est pas parce que on me l'a inculqué avant, c'est parce que je trouve que c'est ce qui est le mieux et c'est ce que j'ai envie. Et ensuite, je me suis mis dans mes objectifs de vie de toujours travailler dans une entreprise où ça me fait plaisir, où je m'éclate. Et donc, oui, je fais des choses qui m'éclatent. Et quand on sent bien, ça émane, je pense. Et ça part du haut. Alors, est-ce que je suis un gourou, Nicolas? Merci Nico pour la mise dans le pétrin là. Non, Non, je sais que j'ai déjà vu par moment dans des, ça revient par moment ce côté secte et c'est normal, hein. J'ai déjà vu dans ça quelques commentaires et des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai mis les pieds dans le plat. ouais, en fait, je pense que tu as raison sur ces questions. Alors, effectivement, est-ce que le rôle de Jean-Baptiste, c'est celui d'être inspirant? Oui, ça c'est certain. C'est effectivement le rôle que tu donnes aujourd'hui en tant que président de l'entreprise et c'est principalement là-dessus que tu influes. Après, il y a un point qui différencie, à mon sens, vraiment cette question justement de gourou et de secte. Tu parlais des dissonances, c'est très lié, c'est le courage de traiter les dissonances. Et tu l'as dit, Jean-Baptiste, d'une manière du coup très élégante. Mais effectivement, quand ça va pas, il faut s'arrêter. Et ça, c'est la grande différence. Et c'est aussi le rôle, du coup, on parlait du manager tout à l'heure, on parlait de l'équipe RH, de quand il identifie une dissonance, on parlait aussi de process, quel est le process?
pour régler cette dissonance. Et je le dis, je mets les pieds dans le plat aussi, ça va jusqu'à la fin de la collaboration, en fait. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc ça, c'est aussi le travail, je pense, du garant de la culture, de faire en sorte que les processus de sortie répondent au fait de régler les dissonances. Vous avez tout un mécanisme d'offboarding, du coup, pour gérer les sorties. Ouais, et ça, c'est un processus d'offboarding qui n'avait pas été mis en place au début. Et c'est ça qui fait que, en fait, c'est ça qui fait qu'il y a eu des frictions au début. C'est-à-dire que quand on repère un problème culturel avec une personne et qu'on n'a pas le bon process parce qu'on n'a pas les bonnes personnes pour le faire et que ça se fait dans la douleur et que la personne ne comprend pas forcément pourquoi, et donc ça fait naître un ressenti négatif qui, après, on sait qu'une personne mécontente, elle en parle à 10 personnes et une personne contente, elle en parle à 3 personnes. Donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, il y a pu y avoir des personnes qui ont quitté en disant « je ne comprends pas pourquoi je quitte et je ne suis pas content » et je le dis à tout le monde. Mais c'était une manière, et ça, je ne le regrette pas, je l'ai mal fait, mais c'était une manière de protéger la culture et de protéger les personnes aussi qui étaient en interne et qui, elles, ont grandi avec l'entreprise. Et là, on touche le sujet du courage managérial, un sujet dont on voit de plus en plus de postes. Mais un courage qui doit se lier avec une élégance et aussi un process humain. Ok, hyper intéressant. Merci en tout cas pour vos retours en toute transparence sur tous ces sujets. Je propose qu'on passe ensuite sur la partie questions. On en a reçu plusieurs. N'oubliez pas que vous pouvez voter sur les questions que j'ai les plus pertinentes. Donc, en tout cas, je vais les prendre dans l'ordre des nombres de votes. La première qui a 6 votes. Hop, je vais l'afficher. Donc, comment vous arrivez concrètement à aligner les projets de vie de vos employés avec les objectifs de l'entreprise? Eh ben, ça, c'est une question qui est assez complexe et je pense que la façon de le régler, c'est de dire tout de suite de but en blanc quels sont les enjeux personnels qu'on va être en capacité de traiter chez Steeple. Et ça passe par un document, donc l'Employee Value Proposition ou EVP, où on dit dès le départ, donc c'est lié au Culture Book aussi, voici les leviers culturels ou les leviers de collaborateurs sur lesquels on travaille et sur lesquels on promeut nos actions. Donc là, il y en a plusieurs. Donc il y a plein de leviers, hein, et j'imagine il y a plein d'enjeux, mais typiquement, ceux sur lesquels on va être très fort et on le dit, ou en tout cas on pense être très fort, ça va être l'équilibre vie perso. Là, typiquement, c'est un de nos axes de travail principal. Et donc, de but en blanc, on sait qu'en arrivant chez Steeple ou en restant chez Steeple, on aura une réponse sur ces enjeux-là. Il y en a plein d'autres sur l'ambition, notamment, et le fait de développer sa carrière. Tu as parlé des mobilités tout à l'heure, Jean-Baptiste. Et globalement, ça, tous ces enjeux-là, on les a écrits et on dit, OK, voici ce sur quoi on travaille, voici ce sur quoi on pense avoir une valeur ajoutée par rapport peut-être à d'autres entreprises, et à l'inverse, ce sur quoi on ne travaille pas. Du coup, le message est assez clair aussi. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas à l'avenir. Ça veut juste dire qu'à l'instant T, ce ne sont pas des axes sur lesquels on est les meilleurs, parce qu'il y a forcément bien meilleurs que nous sur plein d'autres enjeux, on va dire, collaborateurs. Est-ce que ça répond à la question, Nicolas? Ouais, j'allais ajouter en complément une pratique que nous, on utilise, qu'on trouve super, qui est lors de l'arrivée d'un collaborateur, déjà on le laisse prendre ses marques sur les premières semaines, et au bout de 10 jours environ, avec son mentor, ou on va appeler ça comme on veut, en tout cas son manager de proximité, on co-construit ensemble un document, c'est une sorte de tableau à double entrée. Qu'est-ce qui me ferait dire, moi, mentor, que tes 30 premiers jours sont réussis? Qu'est-ce qui me ferait dire que tes 100 premiers jours sont réussis? Et idem pour le collaborateur. Qu'est-ce qui me ferait dire, moi, collaborateur, que mes 30 premiers jours sont réussis dans l'entreprise et que mes 100 premiers jours sont réussis dans l'entreprise? Et ça va permettre de mettre à plat exactement les attentes d'un point de vue collaborateur. Qu'est-ce que moi, je suis venu chercher? Et d'un point de vue mentor, qu'est-ce que moi, j'attends de toi? Ou qu'est-ce qui me ferait dire que tu prends vraiment ta place et ton rôle dans l'entreprise? Ça va permettre vraiment d'aligner les deux et c'est assez puissant comme outil. Après, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que c'était projet de vie. Est-ce que c'est projet de vie personnel, projet de vie professionnel? Parce que projet de vie personnel, si c'est de la flexibilité sur le temps de travail, nous, on est très flexible sur les horaires, on est très flexible aussi sur le télétravail. Pareil, sur le temps de contrat, on a des gens qui veulent le faire moins de 5 jours, moins de 35 heures. On est flexible là-dessus. Après, si c'est projet de vie... après, mais en fait, d'assurer dès le début un équilibre vie pro, vie privée, et que ce soit dans nos valeurs,
en fait, ça permet qu'il n'y ait pas de problème sur aligner les projets de vie. Après, si c'est des projets de vie et qui demandent une rémunération beaucoup plus élevée, on leur dit nous, on ne va pas pouvoir t'assurer ça, ce ne sera pas chez nous. Et c'est d'être très honnête avec les collaborateurs aussi. Du coup, très transparent. OK. Ouais, et puis c'est comprendre les demandes, se dire on peut y répondre, quels sont nos outils pour y répondre, on ne peut pas y répondre, comment on t'accompagne. OK, très clair. Très clair. Je propose qu'on continue parce qu'il y a plusieurs autres questions. Il y a plusieurs ex-aequo. Alors, je prends la première. Vous faites, question du coup de Thomas, vous faites la promotion du flex office et nous voyons également quelques réflexions dans certaines entreprises vis-à-vis du télétravail. Comment analysez-vous les impacts du télétravail à moyen et long terme sur la performance et la culture de votre entreprise? Tu voulais répondre? Allez. C'est une excellente question parce qu'en plus, Jean-Baptiste y a fait référence en disant ce passage au Covid qui vient d'une culture très présentielle chez Steeple. Ouais. Donc, on est vraiment passé par là pour le coup. Donc, comment est-ce qu'on fait la promotion du flex office? Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Du télétravail, 100%, on vient de l'évoquer. Quel est l'impact avec la performance? D'abord, ça part par une confiance a priori. C'est-à-dire que comme on est confiant dans notre processus de sélection, de séduction, on est confiant dans notre processus d'onboarding, on part du principe que la performance va naître et sera faite. Et comme on est aussi confiant sur notre capacité à suivre la performance, notamment vis-à-vis de notre outil, donc l'outil dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les OKR, on se dit en tout cas qu'on a toutes les raisons de croire, et qu'il n'y a pas d'ailleurs deux raisons de croire, qu'il n'y aura pas de la performance et qu'on ne peut pas faire confiance aux collaborateurs. Donc finalement, c'est juste une réponse a priori. Alors après, comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après lorsqu'il y a encore plus de télétravail, encore plus de flexibilité et encore plus de pays? Là, ça passe aussi par les métriques, en l'occurrence. Et tu parlais souvent de la data, Jean-Baptiste, lors des dernières présentations. Typiquement, une entreprise qui grandit doit se construire autour de la data et donc de notre capacité à récolter ces éléments, ces métriques, à les mettre en forme, à leur donner du sens pour pas que ce soit du flicage, parce que ça, c'est clairement pas notre culture d'entreprise en l'occurrence. Et je pense que ce sera peut-être l'enjeu 2023, d'agglomérer le maximum de métriques possibles, des métriques qui font sens et qui permettent de suivre la performance. Et ça, c'est un travail conjoint entre les systèmes d'information, entre les équipes managériales et aussi les équipes ressources humaines, parce qu'analyser la performance, ça demande de l'accompagnement. Est-ce que tu pourrais partager, Nicolas, quelques métriques qui font sens pour toi? Alors là, ça va vraiment dépendre des métiers. Ouais, juste en lister de quelques-unes, juste pour illustrer que ce soit le plus concret possible. C'est pour ça. Je vais parler du recrutement, du coup, au début. Je vais parler du taux de conversion. Typiquement, lorsqu'on est qu'on analyse notre process du recrutement, quel est mon taux de conversion d'une approche sourcing versus suite à la préqualification? C'est-à-dire, est-ce que mon message est plus ou moins impactant pour arriver à la précale? Ensuite, le taux de conversion de l'entretien, de la préqualification vers l'entretien manager. Est-ce que j'ai réussi à séduire la personne, à l'hameçonner pour lui dire viens nous rencontrer, viens nous voir? Ensuite, donc, de l'entretien manager versus suite au recrutement, là, c'est ce que j'ai fait un bon cadrage de mon besoin, puisque la personne que j'ai présentée au manager correspond à son cahier des charges, et toujours la question du closing. Donc, voilà. Pour recrutement, je dirais taux de conversion. Je pense que les métiers de la vente aussi, ils sont liés. Globalement, ce sont des métriques assez factuelles. Okay. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, la culture qu'on a se conjugue très bien avec le télétravail ou le flex office, parce que dès lors où on dit on recrute des gens talentueux, on leur donne des objectifs et ensuite ils ont l'autonomie et le contexte, en fait, qu'ils le fassent de chez eux, qu'ils le fassent d'ici, qu'ils le fassent de l'autre bout du monde, on s'en fout. Par contre, si jamais il y a des difficultés à justement atteindre ces objectifs, c'est là où on va se dire ok, d'où viennent ces difficultés? Et c'est là où on peut se dire, est-ce que justement le fait que tu ne viennes pas assez au bureau et qu'il y a un problème de communication avec tes collègues n'est pas pénalisant pour l'atteinte de tes objectifs? Donc, on va plutôt raisonner dans ce sens-là. Est-ce que tu devrais plutôt t'asseoir à côté de telle personne? Est-ce que Et c'est là on va réfléchir. Et c'est pour ça que d'une totale flexibilité sur le télétravail, on a commencé à se dire, en fait, on voit que ça, ces défauts de communication, on le revoit dans plein de métiers. On va plutôt se dire tel jour pour tel métier, vous allez devoir venir parce qu'on voit c'est essentiel de se retrouver et de communiquer. Mais on va faire du cas par cas en fonction des métiers. Okay. Ce que je retiens principalement, c'est la confiance par défaut. Et je propose qu'on avance sur les autres questions parce qu'on a plusieurs et qu'on essaie de faire des réponses un tout petit peu plus courtes pour essayer de répondre au maximum de questions. Message reçu. Petit coup de pression. Question de Juliette. Comment faites-vous pour développer un sentiment d'appartenance des collaborateurs avec cette forte croissance?
C'est des gâteaux. Non, mais les moments de vie, en l'occurrence, sentiment d'appartenance, en tout cas, pareil, toujours, c'est notre postulat. Hein. C'est-à-dire, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais le postulat sur lequel on est parti, c'est qu'en vivant des moments ensemble, on développe un lien d'appartenance. Donc, on a parlé des différents rituels. OK, on va dire. Alors, petit rituel facile à mettre en œuvre, avec le hebdo, etc., mensuel, où on partage l'information. Mais il y a aussi ces gros rituels, ces grands événements de vie qui sont assez marquants. Et là, ça passe principalement par de l'événementiel. Donc, on s'appuie sur nos compétences événementielles pour organiser une soirée trimestrielle où en fait on passe des moments ensemble. Il va y avoir le mini steeple break, le grand steeple break. Tu veux parler des clubs aussi, peut-être Jean-Baptiste, j'imagine? Je voulais pas parler de ça. De quoi est-ce que tu voulais parler? Je voulais parler tout simplement du sens. Si, en fait, les gens ils se sentent appartenir à un projet, s'ils sentent qu'ils ont un impact sur ce projet. Et c'est notre métier, nous, et c'est ce qu'on vend aussi aux clients, à nos 1000 clients, c'est par la communication interne, par le fait de dire vous n'êtes pas juste une pièce qui ne sert à rien. Non, chacun a ce sens, il sait ses actions vont aider à atteindre ça, et ça va permettre de nous atteindre ça. Et donc, ils se sentent appartenir à un projet. Et en plus, un projet avec une direction, un objectif, mais aussi un projet qui est collectif de par justement ce que tu as annoncé, de l'événementiel, des personnes et du lien qui est créé. Okay. Très clair. D'où les OKR, vous êtes beaucoup là-dessus. Intéressant. Question sur laquelle je pense qu'il faut avoir une réponse rapide de Caroline. De quelle manière avez-vous recueilli les valeurs des collaborateurs? On l'a fait par des ateliers lors d'un steeple break et d'un événement, vraiment un séminaire. Et on a fait par un système d'entonnoir et on a atterri sur ces valeurs. Quand vous étiez une vingtaine, hein, c'est ça, à peu près. Un petit peu plus. Ouais, entre 20 et 40, une trentaine, on va mettre. Ok. Ok. Donc, avec du bottom-up, avec des ateliers, et après, ça a remonté au fil de. Ouais. Ok. Très clair. Très clair. Et peut-être la dernière question qu'on peut prendre, celle d'Arthur, qui a 4 votes aussi. Arthur nous demande comment créer une culture d'entreprise en collaboration avec les salariés et la direction quand celle-ci est inexistante dans l'entreprise. Oh. Bah, c'est pas possible. Voilà. Oui, je suis aussi du principe qu'il ne peut pas ne pas avoir de culture. Il y en a forcément une. Et même, c'est-à-dire, c'est pas possible d'inventer sans la direction. Si la direction n'est pas impliquée dans comprendre quelle est la culture de l'entreprise, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça va sonner. Et c'est ce qu'on entend. Et c'est justement le problème où on entend des gens qui disent bah ouais, nous on a mis des valeurs sur les murs, mais quand vous venez à l'intérieur, c'est pas du tout comme ça. C'est parce que les valeurs qui ont été marquées sur les murs ont été faites au département marketing et qu'en fait, quand vous êtes en relation avec la direction, ça colle pas du tout. Et à la limite, il vaut mieux avoir des valeurs qui sont peut-être beaucoup plus clivantes, qui sont moins justement un peu bienveillantes, peut-être un peu moins, mais au moins qui sont alignées. Et quand vous rejoignez un projet, vous êtes aligné avec la direction. Et donc, il y a forcément une culture qui émane de la direction, mais il faut les impliquer. Alors, nothing else. Non. Je rebondissais sur le commentaire de Audrey qui disait que la direction doit incarner et faire vivre les valeurs, être exemplaire. Et oui. Je suis un peu plus d'accord. Je suis un grand fan du lead by example. C'est indispensable, sinon ça crée une dissonance. Et si dissonance il y a, ça vient fragiliser tout ton modèle et ça vient s'effondrer après. Ok, il est pile l'heure, il est pile midi. Merci beaucoup Jean-Baptiste et Nicolas pour votre transparence, la richesse de vos retours et d'avoir pu partager tout ça avec nous aujourd'hui. C'est une de nos valeurs, la transparence. C'était respecté aujourd'hui. Ravi d'avoir en tout cas animé cette session avec vous. Et je vous souhaite une super année 2023 et je vous souhaite tout le meilleur pour atteindre vos 180 collaborateurs et votre vision du coup 2030. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous les spectateurs. Bonne journée. À plus. Au revoir. Merci.